Bonjour à tous et à toutes et bienvenue en ce deuxième jour du Paris-Saclay Summit. Alors, qu'est-ce que la recherche à risque? Vaste sujet. Si je vous dis étudier la matière noire ou les trous de verre, explorer des thérapies géniques innovantes, développer des modèles cognitifs inspirés du cerveau humain. Alors, voici quelques exemples dans des domaines aussi variés que l'IA, la physique théorique et les biotechnologies. C'est un pari sur l'avenir qui peut échouer ou tout simplement changer le monde. Ici, on ne vise pas forcément le résultat, mais plutôt l'audace et l'expérimentation. Pour en débattre, nous sommes ravis d'accueillir Anne-Isabelle Etienvre. Vous êtes directrice de la recherche fondamentale au CEA et vous êtes interrogée par Léa Girard, étudiante à l'école Polytechnique, et Adrien Brachet, journaliste au Point. Bonjour à tous. Bonjour Anne-Isabelle. Bonjour. On est très heureux de vous avoir avec nous. Bonjour Léa. Alors pour commencer, Anne-Isabelle, une question qu'on vous a probablement posée à peu près 48 fois, mais la pédagogie, c'est d'abord l'art de la répétition. Avant de rentrer en particulier dans le programme dont vous avez la charge, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la recherche à risque? Parce qu'au fond, si on est néophyte, on peut se dire, mais est-ce que le risque n'est pas consubstantiel à la recherche? C'est une excellente question et bien sûr, elle est posée souvent, mais comme elle est excellente, j'y réponds toujours avec plaisir. Alors, vous avez tout à fait raison. La recherche, par essence, elle se doit d'être exploratoire et elle se doit de pouvoir échouer et en fait ne pas trouver. C'est un résultat scientifique en soi. Et donc, ça peut surprendre de mettre le terme risque à côté du terme recherche. Ce que cela signifie dans le programme que l'État a voulu lancer, c'est vraiment l'envie d'explorer une recherche extrêmement amont, extrêmement exploratoire, sans idée préconçue de la finalité, qu'elle soit sociétale ou bien pour un besoin comme l'énergie ou pour la santé, mais vraiment en rupture conceptuelle ou instrumentale, très amont, sans aucune obligation d'application pour la société ou pour l'industrie. C'est vraiment être très, très en amont d'une preuve de concept qui ensuite peut aller vers un programme de recherche. Donc c'est quelque chose que l'on avait un petit peu perdu l'habitude peut-être de faire, ou en tout cas avec cette envie-là, cette ambition dans nos laboratoires. Et donc, suite au projet France 2030, le CEA a reçu des financements particuliers pour la recherche à risque. Quelle est l'origine de ce projet et comment est-ce qu'il va être appliqué chez vous? Alors, l'État, vous le disiez très justement à l'instant, l'État a souhaité, en fait, via France 2030, financer cette action spécifique qui s'intitule Recherche à risque. Donc l'action France 2030, le programme France 2030, a permis de lancer des programmes de recherche très ambitieux que l'on appelle des PEPR, donc des programmes et équipements prioritaires de recherche, dans des domaines très variés, mais néanmoins relativement disciplinaires ou dirigés avec une application bien identifiée. Je pense par exemple à l'IA, qui est sous le feu des projecteurs ces derniers jours, ou bien la santé, le quantique, pour ne citer l'énergie, pour ne citer que ces domaines-là. Et donc, il y avait un pavage relativement disciplinaire, ou en tout cas par grand domaine d'application, qui ainsi était mis en place depuis quelques années. Mais il n'y avait pas cette possibilité de financer une recherche complètement exploratoire, non dirigée. C'est ce qui manquait un peu dans ce financement par France 2030. Et donc l'État a souhaité répondre à ce petit espace des phases qui n'était pas couvert, et a donc demandé à 5 organismes nationaux de recherche, dont le CEA, de proposer une façon de faire émerger dans nos laboratoires, mais dans nos organismes, mais pas uniquement, avec l'ensemble de nos partenaires universitaires, les grandes écoles, les écoles d'ingénieurs, les universités, et l'ensemble des organismes de recherche, donc vraiment l'ensemble des laboratoires, de faire émerger donc des idées de recherche à risque. On a donc fait une proposition de méthodologie à l'État, qui nous a donc donné une enveloppe budgétaire de 40 millions au CEA, et puis donc d'autres organismes ont eu également des moyens pour démarrer tout cela. Donc on a eu un feu vert en fin 2023, et puis on a pu démarrer ce programme début 2024 avec une
une structuration donc, qui avait été approuvée par l'État. Et on l'a fait au CEA, je ne vais pas parler que pour le CEA, avec nos 2 universités partenaires. Le CEA est donc très couplé à deux grandes universités que sont donc l'Université Paris-Saclay, ici même, et puis l'Université Grenoble-Alpes, qui sont donc vraiment avec nous dans la construction, la mise en place et le suivi du programme que, encore une fois, nous conduisons avec l'ensemble des établissements. Et alors, justement, sur quel, une fois que ce programme est créé, comment on sélectionne des projets dans ce cadre-là? C'est-à-dire sur quels critères on s'appuie pour percevoir s'il y a un potentiel dans le projet sans qu'en effet ce soit trop abouti ou sans qu'il y ait le début d'une preuve? Comment on arrive à avoir un projet en recherche à risque potentiellement intéressant? Comment on le repère en fait? Oui, alors ça n'a pas été le plus facile en fait de mettre cela en place, puisque on a souhaité mettre en place une façon en fait de faire émerger des idées sans passer par le sempiternel appel à projet dont les chercheurs commencent un tout petit peu à saturer. Donc nous avons essayé justement d'accompagner l'émergence d'idées en simplifiant autant qu'on peut les choses pour que les chercheurs puissent se concentrer sur la recherche. Et donc au CEA, nous avons souhaité, avec nos partenaires, structurer les choses en deux types de projets. Des projets structurants, un peu plus structurants, un peu plus ambitieux, qui sont sur plusieurs années, 3 ans typiquement, voilà, avec une enveloppe budgétaire de l'ordre de 3 millions d'euros, avec un vrai stop, enfin en tout cas un vrai jalon à mi-parcours pour vérifier que le projet est sur de bons rails et éventuellement le réorienter. Je n'oublie pas votre question, hein, mais je commence par expliquer voilà, comment on structure les choses. Donc des projets un peu structurants qui sont donc autour d'une idée extrêmement nouvelle. Je vous expliquerai comment on la détecte. Une idée extrêmement nouvelle et donc des jalons que l'on accompagne, que l'on suit attentivement et que éventuellement à mi-parcours, on réoriente, voire même, on l'espère pas très souvent, on arrête si on voit vraiment que l'idée n'aboutit pas. Donc ça, c'est un premier type de projet. Et donc on en a sélectionné 10 qui ont donc démarré. Les premiers doctorants ont commencé à travailler dès la rentrée 2024 sur ces projets, ce qui est une excellente chose. 10 projets comme cela, donc, et des projets dits d'amorçage qui sont là pour vraiment tester, mais vraiment de façon très, 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 très amont, une idée. Ça peut être une idée théorique avec un thésard, ça peut être un postdoc, ça peut être une rupture en innovation instrumentale, et donc c'est le financement d'un équipement. Donc voilà, une enveloppe plus modeste, une durée beaucoup plus courte, typiquement 1 an. Et donc là, ça a été vraiment une excellente surprise, puisque c'était pour la première fois qu'on lançait cela, un peu comme ça. Eh bien, nous avons eu beaucoup de propositions, hein, plus de 150, et puis nous en avons sélectionné 45, qui sont toutes en train de démarrer et qui impliquent que plus de 80 établissements sur l'ensemble du territoire, ce qui est vraiment une très bonne nouvelle et je trouve un signe de vitalité formidable pour nos laboratoires. Donc comment on détecte ces idées ? Alors, dans les 2 cas de figure, on s'appuie vraiment sur nos directeurs de labo, parce qu'on pense que c'est eux qui connaissent leurs chercheurs le mieux et qui savent un peu quelles sont les idées qui sont dans les laboratoires, qui tournent, qui germent dans les cerveaux des chercheurs. Donc on s'appuie vraiment sur les directeurs de laboratoire au CEA donc, et dans les universités, et qui font des propositions. Voilà. Et ensuite, les responsables des établissements pour la partie recherche examinent ces propositions et ensuite les proposent à l'entité de gouvernance du programme qui regarde ça ensuite attentivement. Et donc on a fait aussi le choix, qui là aussi est original par rapport à ce qui existe ailleurs dans la sélection des projets un peu plus traditionnels. On a fait le choix au CEA d'être accompagné par des scientifiques de très haut niveau qui ne sont pas là pour sélectionner comme on le fait au niveau européen ou à l'ANR, classiquement, avec un jury extrêmement extérieur et très indépendant, qui ne discute surtout pas avec les porteurs de projets, parce que c'est ainsi. Là, le choix est autre. On a souhaité avoir vraiment 7 scientifiques de très haut niveau qui nous accompagnent, nous, donc les responsables du programme, dans l'examen des projets, mais en interagissant directement aussi avec les porteurs pour vraiment, justement, challenger ce côté
risque, pour vérifier que c'est vraiment une idée en rupture, pour vérifier qu'elle n'est pas faite ailleurs, pour éventuellement donner des conseils pour qu'elle soit encore plus en rupture. Et donc ces personnes de haut niveau vont aussi nous accompagner durant la durée de ces projets structurants pour justement éventuellement les réorienter parce qu'ils sont en capacité aussi de vérifier en veille scientifique qu'ailleurs dans le monde, telle ou telle idée est en train de germer et pourrait donc être intégrée au projet structurant. Est-ce que vous auriez rapidement quelques exemples des projets structurants en question ? Oui, alors je ne peux pas tous vous les annoncer encore, parce que tous n'ont pas encore fait l'objet d'une annonce, mais ceux qui sont déjà lancés et qui travaillent, c'est avec grand plaisir, je peux vous en parler. Et ça illustrera aussi le fait que cette recherche à risque permet de favoriser l'interdisciplinarité et permet la rencontre entre plusieurs domaines. Alors je vais commencer par un premier projet qui fera un peu la jonction avec des exposés que vous avez pu entendre plus tôt dans l'après-midi. Il s'agit d'un projet qui fait rencontrer l'IA avec, sujet d'actualité, avec les neurosciences et la technologie pour la médecine du futur. Et donc, évidemment, avec un impact important, on l'espère, pour la santé du grand public. Et donc, il s'agit en fait d'utiliser des images des IRM de pointe qui existent dans nos laboratoires sur le plateau de Saclay à Neurospin, avec l'IRM Isult, qui donc donne des images de très haute résolution, les plus puissantes au monde, les plus précises au monde. Donc d'utiliser ces images donc, issues de la haute technologie pour la médecine du futur, et de décoder ces images en utilisant de l'IA, en particulier pour des patients qui ont subi des lésions cérébrales, en particulier post-AVC. Donc de décoder tout cela, de transformer cela en une forme de code neuronal, et puis ensuite d'appliquer cela pour aller jusqu'au traitement et à la reconstruction avec des dispositifs médicaux qui se situent vraiment à l'interface entre le cerveau et l'homme, avec beaucoup d'innovations en lien avec aussi les collègues de Grenoble qui travaillent sur les implants cérébraux. Donc un impact majeur, en particulier pour la vie post-AVC, si tout cela marche. Et donc nous faisons cela, bien sûr, avec INRIA aussi, un partenaire clé pour l'IA, avec l'université naturellement, plusieurs universités, et puis naturellement la PHP, qui joue un rôle clé, puisqu'il s'agit bien sûr aussi de travailler avec le monde clinique sur ce type de projet. Donc ça, c'est un premier projet, donc vous voyez, très en amont, et qui n'est possible que parce qu'on fait se rencontrer des personnes issues vraiment de domaines très différents et sur tout le territoire. Et c'est aussi ça qui est intéressant. Le CHU de Saint-Étienne est aussi avec nous, puisqu'il a une spécificité assez unique dans le domaine du traitement post-AVC. Donc voilà, donc je pense que c'est un projet assez emblématique de ce qu'on essaye de faire. Un deuxième projet dans le domaine de l'économie circulaire du carbone, simplement pour illustrer un peu les choses, où là, on fait se rencontrer la chimie et puis la biologie, pour en fait essayer d'explorer la capacité de convertir in situ, de capter et de convertir in situ, ce qu'on ne fait jamais. En fait, généralement, on fait les deux choses séparément. Le CO2 de l'atmosphère pour le transformer en fait en molécules durables, avec une approche bio-inspirée qui s'inspire en fait des modèles un peu enzymatiques de la nature. Voilà. Et ça encore, c'est un projet qu'on construit avec des partenaires de plusieurs établissements qui ne se connaissaient pas forcément, mais en fait, en faisant rencontrer des chimistes, des physiciens, des ingénieurs d'autres domaines, eh bien, on arrive à élargir les communautés sur l'ensemble du territoire et avoir comme ça une idée qui est plus ambitieuse, plus emblématique aussi de la recherche. Alors justement, on commençait cet échange en évoquant le caractère un peu inédit du projet. Et je sais que dans d'autres pays, la pratique de la recherche à risque est beaucoup plus installée, beaucoup plus institutionnalisée.
pourquoi en France, jusque-là, on a négligé cette partie de la recherche? Est-ce qu'il y a une forme d'aversion au risque dans la culture française de la recherche? Est-ce qu'il y a, voilà, pourquoi c'est très peu français jusque-là d'aborder la recherche sous cet angle? Alors, je pense qu'il n'y a pas tant de pays que ça qui ont des programmes de recherche à risque tels que celui-là, en fait. Voilà, les États-Unis sont un exemple intéressant. Ils ont mis en place un programme qui est, depuis 2009, qui s'appelle ARPA ou DARPA dans la partie défense, et qui a très bien marché. Qui est donc un programme qui donc, a été fondé en 2009 et qui est de l'ordre de 400 millions de dollars par an, mais ce qui, finalement, à l'échelle des États-Unis, est très proportionné à ce qu'on fait en France. Donc on n'a pas à rougir de ce que l'on fait, au contraire. Et donc ils ont eu cette idée-là très tôt, et donc c'est porté par le Department of Energy, qui est un peu l'équivalent du CEA aux États-Unis, toute proportion gardée, et qui a donc eu cette approche aussi de détection très amont et d'accompagnement voilà, très, très, très individualisé, avec une grande liberté. Donc on a trouvé ça très intéressant et on a regardé attentivement ce qu'ils font quand on a voulu mettre en place notre programme au CEA. D'autres pays le font, mais c'est quand même pas si fréquent. Ce qui par contre existe en France comme ailleurs, c'est l'ANR, donc c'est-à-dire le financement de projets qui sont risqués. Une ANR, un projet ANR reste une prise de risque parce que vous avez raison, c'est consubstantiel à la recherche, mais ce côté vraiment dénué de tout cadre, de toute demande de finalité est relativement peu fréquent aujourd'hui, mais c'est aussi parce que au niveau mondial, et c'est vrai au niveau européen comme dans d'autres pays, il est quand même demandé, parce que le financement de la recherche est ainsi fait, et c'est pas propre à la France, il est demandé de structurer les projets par ambition sociétale ou par application industrielle. Et en tout cas, on souhaite aller dans cette direction-là. Et ce qu'on a voulu là vraiment insuffler, c'est essayer de réfléchir hors cadre, vraiment. Voilà. Et d'ailleurs, au début, ça a été difficile de vraiment sortir de ce cadre-là, puisque nous-mêmes, nous avions encouragé nos chercheurs à se mettre dans cette optique-là. Justement, qu'est-ce qui était difficile au départ dans cette façon de penser hors du cadre? C'est quoi, vous, en tant que chercheuse, même les difficultés concrètes que vous avez pu avoir? Alors, on parlait de la sélection des projets tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui vous ont un peu déstabilisé même? Je pense que la notion vraiment de définition d'un vrai verrou qui montre la prise de risque, qui montre l'innovation très, très amont, était un enjeu un petit peu d'acclimatation pour les chercheurs avec ce concept-là, qui était vraiment une demande forte de l'État pour ce programme-là. Un programme, par exemple, comme une ERC, qui est une bourse prestigieuse européenne pour le financement de la recherche, qui, elle aussi, finance de la recherche fondamentale, mais une ERC, on ne l'a que si on a quand même le début d'une démonstration de quelque chose. Et là, typiquement, nos projets de recherche à risque, s'ils sont couronnés de succès, ils auront toutes les chances d'avoir une ERC par la suite. Donc ça peut faire vraiment de très belles histoires pour la recherche. Mais un programme ERC, même très fondamental, aujourd'hui, quand on l'écrit, on a l'obligation de rentrer quand même dans une forme de cadre très structuré autour donc des applications et de l'impact sur la société. Et donc là, on demande aux gens de revenir vraiment au concept, de faire un pas en arrière, de revenir vraiment à quelque chose de plus disciplinaire et de plus conceptuel. Au début de votre carrière, vous avez été chercheuse en physique des particules, donc de la physique très fondamentale. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de vous tourner vers la direction de l'administration? Et est-ce que vous pensez que cet aspect-là a été important justement pour arriver à mener des projets comme ça, à prendre des décisions de choix de projets de recherche à risque, et même d'avoir l'idée de ce projet-là? Alors, c'est une belle question. Quand
quand on m'a proposé progressivement de prendre des responsabilités, on a toujours effectivement un tout petit pincement au cœur de quitter la paillasse. Bon, c'était des grosses paillasses au CERN, mais bon, de quitter la paillasse et puis de faire progressivement un petit peu moins de recherche, un peu moins d'encadrement, et puis de faire plus de l'accompagnement et de la gestion de la recherche. Moi, ce qui me passionne, c'est que finalement, ça permet de voir des disciplines extrêmement différentes, d'encourager aussi les rencontres disciplinaires entre des physiciens et puis des biologistes, pour ne citer que ces rencontres-là. Et puis, finalement, je pense qu'en ayant vécu longtemps au sein d'un laboratoire, j'espère quand même continuer à connaître un peu les attentes, ou en tout cas j'essaye de continuer à connaître, à comprendre et à accompagner les attentes des chercheurs pour les aider, pour essayer de faire en sorte qu'ils puissent mener à bien leur recherche du mieux possible. Autre sujet un peu central, mais qu'on a évoqué aussi, qui est la question de l'enveloppe des financements. Est-ce que du fait de la baisse du budget de l'enseignement supérieur et de la recherche, vous savez si ça va impacter l'enveloppe qui vous était dédiée, et de manière générale, dans la façon dont on investit dans la recherche, est-ce que vous considérez qu'il faut absolument sanctuariser le budget de la recherche, ou est-ce que notre problème au fond, c'est pas aussi la question du fléchage des financements et de justement vers quel projet on mène les financements? Alors, pour vous répondre, aujourd'hui, je ne sais pas vous dire si les difficultés budgétaires actuelles vont avoir un impact sur la poursuite de ce programme. On a donc eu la chance d'avoir cette première enveloppe de 40 millions qui était là pour tester la capacité des organismes à lancer ce programme-là avec l'ensemble de leurs partenaires. Donc voilà, on a lancé quelque chose pour des programmes, vous l'avez compris, qui vont donc durer de 1 an à 3, 4 ans. Je pense qu'on a collectivement tous créé quelque chose d'intéressant, créé une appétence. En tout cas, le nombre de projets intéressants proposés montre qu'il y a un vrai dynamisme dans nos laboratoires. Donc naturellement, je ne vais pas vous surprendre en vous disant que j'espère que ça va continuer et qu'il y aura une deuxième, voire une troisième année. Donc tout cela, on ne le sait pas. On attend de voir l'atterrissage final du budget et j'espère que ce sera une bonne nouvelle du côté de France 2030. Ça, c'est pour répondre à la première partie de votre question. Pour répondre à la seconde partie, moi, je pense que ce qui est très important, c'est de garder un équilibre. Dans nos laboratoires entre cette recherche extrêmement amont, très fondamentale, très exploratoire, et puis une recherche, il faut aussi une recherche, être capable de mobiliser nos chercheurs, nos ingénieurs, nos techniciens sur des grands enjeux. L'IA a occupé le devant de la scène ces jours-ci, mais c'est vrai du quantique. Quand on a lancé ce grand plan sur le quantique, on a embarqué des chercheurs avec des compétences et des positionnements sur l'échelle de l'amont à l'aval dans ce domaine-là très variés. Et c'est important. C'est important d'arriver aussi, quand il y a un enjeu comme ça fort, c'est vrai aussi dans le domaine de la santé naturellement, c'est important d'arriver à mobiliser l'ensemble des compétences de l'amont à l'aval. Mais ça, vous ne pouvez le faire que si vous gardez cette recherche amont très vivante, très dynamique, et qu'elle peut se ressourcer. Donc c'est une question d'équilibre, et je pense qu'il faut veiller à ce que cet équilibre reste vivant partout. On va vous proposer de passer aux questions du public, parce que c'est quand même aussi l'idée d'avoir un échange avec la salle. Alors, je ne sais pas s'il y a un micro qui va circuler. Super, je crois que le micro arrive. Ça vous laisse le temps de vous préparer. Est-ce qu'il y a une première question, Madame? Il y a une chose quand même que je ne comprends pas bien. Vous dites que la recherche à risque, vous l'avez définie comme étant très amont de la recherche, mais la recherche en mathématiques ou la recherche en physique, elles sont exclues des projets que vous sélectionnez, je suppose. Oui. Exclus. Non, pardon, elles sont pas. Non, elles sont pas du tout exclues. Non, pardon, j'avais pas entendu votre. Ah.
D'accord. Non, parce que dans les exemples que vous avez donnés, il y a quand même derrière une idée qui est d'utilité quand même, quelque part, par rapport à de la recherche en mathématiques ou de la recherche en physique pure, vraiment très, très amont. Oui, alors, vous avez tout à fait raison. J'ai pris ces deux exemples-là, mais je vous rassure, et nous avons eu de très beaux projets d'amorçage extrêmement théoriques. On a par exemple un projet d'amorçage dans le domaine de la physique mathématique qui est proposé par nos laboratoires de physique théorique de Paris-Saclay au sens large, qui est assez remarquable et très innovant. Donc c'est tout à fait possible. C'est pour ça que j'ai cité explicitement les ruptures conceptuelles, parce qu'elles sont tout à fait bienvenues et elles sont tout aussi fondamentales que les autres. S'il y a bien, je pense, un programme où les mathématiques ou la physique théorique sont vraiment les bienvenues, c'est bien celui-là. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, nous, on en a plein d'autres aussi. Non, mais une question que vous avez un petit peu évoquée aussi, qui était notamment liée à la question de la sélection des projets. Vous disiez il faut qu'on fasse en sorte que les chercheurs fassent le plus possible de recherche, c'est leur métier quand même, et passent moins de temps à remplir des appels à projets, etc. Est-ce que vous pouvez un peu nous en dire plus aussi sur cet enjeu-là du temps en fait des chercheurs, et comment on fait en sorte que les chercheurs fassent de la recherche et ne perdent pas du temps en candidature, en temps administratif, etc. Est-ce que déjà pour les chercheurs c'est un sujet du quotidien, ça, de savoir comment je répartis mon temps entre de la recherche pure et l'administratif? Alors c'est évidemment un sujet majeur dans le quotidien et un sujet de grogne que je comprends bien, parce que vous mentionniez mon passé de chercheur. Donc je pense qu'on est tout à fait conscient qu'il y a une forme de saturation chez nos collègues chercheurs, du fait du temps passé à remplir ce genre de dossier, et au moins autant ensuite à justifier et à faire des rapports en cours de projet. Donc l'un des enjeux du programme de recherche à risque, c'était aussi, donc il y avait cette volonté de travailler un peu autrement d'un point de vue scientifique, mais il y avait aussi de la part de l'État de tester une forme de simplification en faisant confiance à ceux qui pilotent le programme pour la mise en place du programme et le suivi du programme. Donc, ce qui a été proposé, c'est donc de nous faire confiance à nous, et nous-mêmes, on fait confiance ensuite au directeur de laboratoire. Et donc, on donne le financement du projet, mais ensuite, on demande très peu de suivi administratif. Ça, c'est nous qui le faisons. Les chercheurs cherchent, pour résumer de façon un peu triviale. Et on le suit, évidemment, scientifiquement. Ça, oui. Ça, c'est très intéressant, puis c'est notre métier. Et je pense qu'ils sont contents, pour le coup, d'interagir aussi avec nous pour leur expliquer leur progrès. Mais on ne les embête pas avec un suivi administratif. C'est très nouveau. C'est un peu désarçonnant, et d'ailleurs eux-mêmes sont un peu surpris qu'on ne les embête pas, plus que ça. Les directeurs d'unité aussi, mais sont heureusement surpris, je crois. Et j'espère qu'on convaincra l'État qu'ils peuvent continuer à nous faire confiance, et que ce sera en fait une autre façon de faire de la recherche, y compris sur les appels à projets plus classiques, soyons fous, d'arriver à simplifier un peu plus tout cela. Je pense que c'est nécessaire. La simplification génère des questions. Oui, bonjour. Non, je suis désolée, c'est un peu naïf comme question. Au début, j'ai compris que c'est un programme France 2030. En fait, vous pouvez nous en dire plus au niveau national? J'ai entendu 30 millions d'euros, mais ça, c'est au CEA. 40 millions. Vous pouvez un peu nous en dire plus sur l'ensemble des organismes. Voilà. Merci. Oui. Alors donc. Comme je le disais, c'est une phase test. Donc pour une première année, il a été donc donné une enveloppe budgétaire dont le total me semble être aux alentours de 250 millions ou 300 millions maximum. Je dirais plutôt 250 à 5 organismes nationaux de recherche. Mais encore une fois, c'est avec la nécessité de le faire pour le compte de tout le monde.
Et donc, les 5 organismes en question sont donc le CEA, le CNRS, l'INRAE, l'INRIA et l'INSERM. Voilà. Et donc ensuite, nous, pour le CEA, je ne peux vous parler que du CEA, mais on a ensuite donc on s'occupe de la gestion du programme pour l'ensemble des acteurs, mais tous nos projets, systématiquement tous, sont faits donc avec au moins un autre partenaire que le CEA, et en tout, donc on touche à peu près 85 établissements sur le territoire. Alors, ça nous a été donné, ça aussi, c'est un grand motif de simplification, ça nous a été donné en une fois, et non pas par petites, mais en une fois. Charge à nous de le dépenser du mieux qu'on peut, le plus intelligemment possible, le plus efficacement possible surtout. Mais donc nos projets vont s'étaler sur 3 ans, 4 ans maximum. Voilà. Et vous avez le CEA 40 millions oui, sur les 200. Voilà. Bonjour, Sylvia Cohen-Kaminski, je suis directrice de recherche. À qui est confiée la définition du jalon go-no-go ? Comment il est qualifié ? Est-ce qu'il y a une échelle temporelle qui est définie ? Et comment c'est suivi ? Puisque justement, on laisse les chercheurs tranquilles. Alors, ce go-no-go est typiquement à mi-parcours, hein, je dirais à 18 mois dans un projet structurant. Il n'y a pas de go-no-go évidemment dans les projets d'avancage. Hein. Là, on les laisse vraiment tranquilles. Ils testent leur idée en toute liberté. Peut-être juste rappelez-nous ce qu'est le go-no-go pour les pardon. pour Donc, ceux qui seraient néophytes dans le public. C'est un peu technique. Donc en fait, le go-no-go, c'est un jalon à peu près à mi-parcours des projets structurants de recherche à risque, qui donc permettent de dire aux porteurs de projet, vous pouvez continuer, ou bien vous continuez mais en faisant telle ou telle inflexion dans votre programme, ou bien, on espère pas très souvent, vraiment ça ne va pas du tout marcher, donc vous arrêtez tout. Voilà. Et donc ce go-no-go, il est vraiment défini dès la proposition du projet, donc très en amont, et c'est vraiment un des critères pour qualifier la recherche à risque. Il faut vraiment qu'on soit persuadé qu'il y a un élément de démonstration à mi-parcours que l'on peut arriver à étudier vraiment attentivement pour juger que c'est vraiment une recherche dite à risque, donc très amont, et qu'on peut l'étudier comme tel au bout de 18 mois typiquement. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, nous avons des scientifiques qui nous accompagnent avec évidemment des thématiques, des spécialités complémentaires, ce qui permet de couvrir l'ensemble du spectre. Et donc, ces scientifiques regardent périodiquement, à peu près tous les 6 mois, interagissent avec les porteurs de projets et autant qu'ils le souhaitent, hein, les porteurs de projets, le déroulé un peu du projet. Et puis, formellement, au bout de 18 mois, à mi-parcours. Donc il y aura vraiment une présentation par rapport à ce qui avait été proposé au début de l'atteinte du projet. Et puis on verra bien si c'est atteint, si c'est en bonne voie, ou bien si une difficulté, et c'est tout à fait normal, c'est de la recherche très amont, donc on s'attend à avoir des réorientations. Et l'idée, c'est de permettre en fait des réorientations très flexibles, une certaine agilité que ne permettent pas aujourd'hui les appels à projets classiques, de pouvoir facilement dire finalement je réoriente vers telle ou telle voie qui nous paraît plus prometteuse parce que j'ai vu telle idée aussi ailleurs dans le monde ou parce que j'ai rencontré telle difficulté, donc je préfère explorer telle voie. Donc voilà un peu comment on va procéder. Bonsoir. J'aurais une question un peu curieuse peut-être pour vous. Est-ce que le mode de fonctionnement de votre organisme est lui-même un projet de recherche ? Parce que hier, j'ai entendu des chercheurs qui se plaignaient de passer beaucoup de temps à l'administratif. Maintenant, je me souviens que j'ai entendu des chercheurs qui se plaignaient d'aller chercher l'argent. Là, l'argent, il est là et il est géré par un organisme à qui on fait confiance. Et ça, c'est une démarche. Moi, je suis finance publique, donc ça m'interpelle. Et je me dis, est-ce que vous faites aussi l'objet, en termes de gestion, d'un atelier d'observation ? Non, mais vous avez raison. C'est une expérimentation et c'est une action disruptive. Donc vous avez raison. C'est extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, en interne,
notre direction financière a regardé cela avec beaucoup d'étonnement, puisque c'est quand même très nouveau, cette façon de mettre les choses en place. Je pense que le maître mot, c'est vraiment la confiance. Ça, c'est certain. Donc c'est pour ça que l'on fait très attention à la façon de le mettre en place, pour que cette confiance, elle s'inscrive dans le temps. Je pense que nos chercheurs sont très raisonnables dans la façon de dépenser les moyens qu'on leur donne. Je pense que nos directeurs de laboratoire le sont aussi. Et il y a eu de toute façon une telle habitude de rendre des comptes sur les deniers, ce qui est tout à fait normal, hein, c'est de l'argent public, donc c'est tout à fait normal, que je pense qu'on peut leur faire confiance pour les dépenser correctement. Donc nous, on a mis en place un suivi, comme je le disais, hein, qui est plus macro que ce qui est fait d'habitude. Donc on va regarder vraiment les investissements en équipement, on va simplement vérifier voilà, que cet argent est employé utilement pour ce qui est des investissements en équipement, pour ce qui est des recrutements de personnel. Mais on fait confiance vraiment au directeur d'unité. C'est vraiment ça la brique essentielle. C'est à cette échelle-là vraiment et que l'on pense que la responsabilité est. Et je pense que c'est très important aussi de les mettre en responsabilité, nos directeurs d'unité. C'est vraiment eux, encore une fois, qui font germer les idées, mais c'est aussi eux qui savent, je pense qu'on peut encore une fois leur faire confiance, ils ont eux-mêmes des contrôleurs financiers à leur côté, pour suivre correctement les dépenses et faire le juste niveau de reporting qui va avec. Donc c'est vraiment une notion de confiance entre les acteurs, un peu différente, qui normalement devrait aboutir à, je l'espère, un peu simplification. Mais on fait une expérimentation. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, bonjour, Arnaud Charpentier. Donc moi, je suis ancien directeur administratif de l'Institut de sciences des plantes de Paris-Saclay. Et j'ai 20 ans de background en contrôleur financier qui accompagne les chercheurs. Et donc, je tenais à dire que c'est un mouvement global, en fait, qui est en ce moment en train d'arriver, de faire plus confiance à la recherche de terrain. Parce que même l'Union européenne, qui en termes de justification financière se pose là, quand même, quoi, part dans des financements des lump sum grants, qui sont un peu sur cette idée-là, c'est-à-dire, voilà, vous avez un gros package, revenez nous voir dans 18 mois, si vous avez fait le travail, ça va bien se passer. Si vous n'avez pas fait le travail, on va arrêter. Mais on va arrêter aussi d'avoir toutes les justifications à 6, 12, 18 mois. Et il y a quand même une part de métier intéressante au sein des laboratoires. C'est justement tout ce support administratif au quotidien de la recherche qui a pour but de soulager les chercheurs de ce poids. Voilà. Non mais très bien, merci beaucoup pour cela. Vous avez tout à fait raison et je pense que justement c'est bien que puisse nous en France aussi s'inscrire dans cette dynamique-là. Espérons qu'elle durera dans le temps. Merci beaucoup à tous les trois pour cette table ronde. Merci d'avoir été là au Paris Saclay Summit. On était ravis de vous accueillir. Merci.